12 juin 1795. Un acte de décès est rédigé par la Convention dont voici un extrait. Du 24 prairial de l'an 3 de la République, autrement dit, le 12 juin 1795, acte de décès de Louis-Charles Capet. Mais de qui parle-t-on exactement ? On parle du second dauphin de Louis XVI et de Marie-Antoinette, le prince Louis-Charles, devenu dauphin à la mort de son frère aîné, le 4 juin 1789, devenu le roi Louis XVII à la mort de son père, guillotiné, le 21 janvier 1793. Après avoir suivi sa famille au Temple, où on les enferma à partir du 12 août 1792, il meurt le 8 juin 1795. Il n'y a jamais eu de mystère Louis XVII. Le fils de Louis XVI est donc mort en 1795. Si le dossier est refermé, pourquoi un homme se présentera à Paris, 38 ans plus tard, en disant qu'il est Louis XVII ? Bienvenue dans votre chaîne, Le Retour d'Ulysse, la chaîne de la fidélité catholique et royaliste. Bonjour amis royaunotes, mon nom est Bruno, j'ai le plaisir de vous faire partager avec Laurent cette nouvelle chaîne YouTube consacrée à cette énigme historique fabuleuse, la survivance de Louis XVII. Cette certitude que le petit roi était sorti du temple avant le mois de juin 1795, qu'il a survécu, s'est marié et a eu de nombreux enfants, cette certitude peut vous faire sourire, puisque depuis le collège, mais aussi dans les livres d'histoire réputés sérieux et officiels, tout vous a dit et vous a répété, tous vous ont dit et vous ont répété que Louis XVII est mort le 8 juin 1795 à la prison du Temple de Paris, fermez le banc. Cependant, après ce que vous allez entendre, au fil des vidéos du Retour d'Ulysse, votre sourire ne devrait pas tarder à disparaître. Si le fils de Louis XVI a survécu à un enfermement de 3 ans, si le fils de Louis XVI est sorti de sa forteresse, alors devient terriblement vraie cette parole du chancelier Pasquier en France. Écoutez bien, en France depuis 1792, il n'y a pas de gouvernement légitime. Les enjeux politiques sont terribles, parce que cela veut dire que les rois Louis XVIII et Charles X, et ne parlons même pas de Louis-Philippe, ces rois-là sont des usurpateurs. Vous dites, Charles X vient après Louis XVIII ? Oui, vous vous trompez, il s'agit de Louis XIX. Ça vous dirait un peu de généalogie ? Alors voyons, quel roi succède à Louis XV ? Louis XVI, très bien. Quel roi succède à Louis XVI ? Louis XVII, excellent. Quel roi succède à Louis XVII ? Vous dites Louis XVIII. Oui, il était normal que ce frère cadet de Louis XVI, le comte de Provence, soit désigné pour lui succéder, puisque tout le monde, ou presque, croyait Louis XVII mort. Louis XVIII a donc succédé à son neveu en devenant roi de fait, mais il ne l'était pas en droit. Il ne l'était pas de droit. En 1780, oui, puisque Louis XVII était vivant. En 1795, Louis XVII a donc succédé à lui-même. Louis XVII avait 10 ans en 1795. Lorsque les médecins eurent examiné le malheureux corps mort, ils ont été obligés de reconnaître que ce n'était pas là le jeune Louis Capet qu'on leur présentait, puisque le cadavre était celui d'un jeune adolescent, 14 à 15 ans, au moins 15 ans. Cela sera prouvé par la suite par une exhumation du corps, une exhumation du cadavre, enterré ensuite au cimetière Sainte-Marguerite. Le corps était bien celui d'un enfant ayant au moins 15 ans. Le squelette, aux membres trop longs et au thorax étroit, était celui d'un tuberculeux, depuis très longtemps. Or, de Louis XVII, sa mère disait qu'il ressemblait à un petit paysan plein de santé. Il y a donc ici un premier mystère. Louis XVII enfermé au Temple fin 1792, à l'âge de 7 ans, retrouvé mort 3 ans plus tard en 1795, cet enfant-là ne pouvait pas avoir la morphologie d'un jeune adolescent. C'est mathématique.
C'est donc qu'on lui a substitué le cadavre d'un autre enfant. Mais alors, qu'est devenu le vrai Louis XVII ? Bon, ceci dit, il ne faut pas croire n'importe quelle fable. Il y a par exemple des gens pour croire que le pape Paul VI est toujours vivant. Je précise que Paul VI est né en 1897, il aurait 121 ans en 2018. Par contre, en ce qui concerne la survie post-1795 du fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, des preuves attestent que le prince a survécu entre 1795 et 1845, date de sa mort. Des personnes l'ont sorti du temple avant l'été 1795. J'attends votre remarque. Sous la Terreur, les royalistes ne pouvaient pas s'introduire dans la prison du Temple pour sauver Louis XVII, dites-vous. C'est inexact. Des royalistes se sont déjà introduits au Temple pour tenter de sauver la famille royale, de sauver le jeune roi. C'est leur coup de main, hélas, qui a échoué. Sous la Terreur, par exemple, il y a eu de nombreuses tentatives royalistes pour tenter de sauver Louis XVI et sa famille. Citons le baron de Batz, qu'on aperçoit ici, et qui s'introduisit avec des complices en uniforme de soldats. Citons Michonis, qui essaya de sauver Marie-Antoinette. Citons le chevalier de Rougeville. Mais, pour ce qui est de l'évasion, réussie celle-là, du jeune roi, les royalistes n'y étaient pour rien. C'est étonnant, ça. C'est comme ça. Il faut dire que la terreur s'achevait avec l'exécution du monstrueux Robespierre. Avec le Directoire remplaçant la Convention, ces dirigeants voulaient en terminer avec leur précieux otage royal. Il fallait faire vite. À l'ouest, les Vendéens de Charette, à l'est, les armées monarchistes coalisées, tous réclamaient Louis XVII sur le trône de France. Il est avéré que le soir même de sa prise de fonction, le nouveau maître de Paris, Paul Barras, rendait visite à son jeune prisonnier au Temple. Le duc de Normandie a donc été sorti de sa prison pour des motifs de basse politique sordide. Mais le jeune roi échappera à ces libérateurs révolutionnaires avec l'aide de complicités royalistes. En raison de l'intrigue criminelle de cette époque où la vie d'un homme comptait moins que celle du dernier des chiens bâtards, il est difficile parfois d'y voir clair. Il n'y a évidemment pas de trace de cette sortie du Temple et de la substitution ou des substitutions qui ont été nécessaires pour cela. On sait seulement que 2 hommes organisèrent l'évasion. Le premier est l'ancien député conventionnel Barras, dont je viens de parler, qui avait voté la mort de Louis XVI. Barras, d'ailleurs, il faut le signaler, finira sa vie avec une pension généreusement octroyée par le dit Louis XVIII. Eh bien, le complice de Barras pour cette évasion a été le gardien de Louis XVII, Laurent. Mais encore une fois, je ne risquerai pas à vous raconter l'évasion du Temple. Trop de noms et trop de circonstances sur cette période-là sont encore inconnues. L'histoire garde son secret. Il en va de même des années qui suivirent l'évasion de Louis XVII jusqu'en 1810 à peu près. C'est seulement donc à partir de l'année 1810 qu'on peut rassembler des faits précis concernant la vie de l'homme à qui la police allemande a imposé le nom de Karl Wilhelm Naundorf, réputé être né à Weimar en 1775. Et le 26 mai 1833, le dénommé Naundorf, donc, fait son apparition, ou plutôt sa réapparition, à Paris. On peut imaginer le vent de panique qui a dû souffler parmi les anciens conjurés, dont beaucoup devaient être encore en vie, se sentant menacés dans leur sécurité financière, comme les ennemis du comte de Monte Cristo, vous savez, sur le retour. Eh bien, ils tentèrent tout ce qui était possible de faire pour empêcher la vérité d'éclater au grand jour. Leurs complices en Prusse, on peut imaginer qu'ils avaient des complices en Prusse au vu des résultats, au vu de ce qui s'est passé. Eh bien, ces complices-là avaient déjà essayé de le traîner en justice sur l'accusation de faux monnayeur et même d'incendiaire. Rien n'a marché, il avait été reconnu innocent et libéré. Alors, ils tenteront plus tard de le tuer. Mais Dieu ne permit pas que le fils de Louis XVI, après avoir été dépouillé et calomnié, soit ensuite assassiné par la félonie. Pour l'heure, le fils de celui qu'ils ont tué le 21 janvier 1793 est de retour, arrive à Paris sous le nom de Karl Wilhelm Naundorf. Alors l'une des craintes de ces crapules, c'était que le prince ne se constituasse une troupe de partisans royalistes capables de menacer la Révolution. Celle-ci, la Révolution, venait d'être couronnée 3 ans plus tôt par Louis-Philippe, fils et héritier de Philippe Égalité, prince franc-maçon,
qui vota la mort de son cousin Louis XVI. Qu'ils se rassurent, certains de leurs agents, encore eux, devaient être à l'œuvre au sein des petits cercles légitimistes qui tous vont repousser l'auguste orphelin. Par ailleurs, dès que la nouvelle de l'évasion de Louis Capet s'était répandue en 1795 comme traînée de poudre parmi le peuple, les conjurés révolutionnaires avaient alors suscité l'irruption dans le public de plusieurs personnes prétendant être Louis XVII. Le but de la manœuvre est clair, il s'agit de ridiculiser à tout jamais l'hypothèse de la survivance. Le faux dauphin le plus célèbre de tous est peut-être le pseudo-baron de Richemont que vous voyez ici en photo. C'est compréhensible, votre proie vous échappe, vous annoncez sa mort, et les gens ne vous croient pas. Ils vous disent qu'il est hors de prison, qu'on l'a vu, ici ou là. Alors que faites-vous? Pour discréditer la thèse de l'évasion, vous envoyez plein de personnes, de préférence des fous, tous des escrocs, qui se disent être l'évadé en question. Lors des guerres révolutionnaires en Bretagne contre les royalistes, entre 1793 et 1820, les chouans bretons obtenaient de vrais succès militaires. Leur appui était important parmi la population rurale. C'est pourquoi, pour la Convention, il fallait à tout prix discréditer la chouannerie. Les conventionnels eurent donc recours à un plan satanique qui consistait à vider les prisons en premier lieu. Les criminels libérés étaient ensuite costumés en chouans, avec scapulaire sur le cœur, chapelet autour du cou. On leur disait d'aller dans les villages et de tuer, on leur disait de torturer au nom de Dieu et du roi. C'était les chauffeurs de pied, par exemple, qui en Vendée, en Bretagne, et même en Lyonnais, brûlaient les pieds des villageois pour les obliger à avouer où ils cachaient leurs économies. La calomnie a fait du chemin, d'ailleurs, puisque une vieille amie royaliste me disait jadis tout le bien qu'elle pensait des Vendéens, tandis qu'elle détestait les Chouans. C'était une haine traditionnelle dans sa famille depuis la Révolution. Eh bien, pour ce qui est de l'affaire Louis XVII, c'est un peu pareil. Pour ruiner l'idée de survivance, les bandits de la Convention avaient engagé des escrocs et des fous pour se dire donc Louis XVII. Ils ne prévoyaient pas que surgira 38 ans plus tard un individu avec lequel il sera plus difficile de s'amuser à le traiter d'escroc. Cet homme arrive pourtant à Paris en parlant avec un fort accent prussien. J'entends votre remarque. L'escroquerie est manifeste. Réfléchissez. D'abord, pensez-vous qu'un escroc visant le trône de France aurait attendu la mort de Louis XVIII, puis l'exil de Charles X, puis 3 ans de règne de Louis-Philippe pour se manifester? Ne pensez-vous pas qu'un escroc visant le trône de France aurait au moins pris des cours de diction pour perdre cet accent étranger? Le fait de prétendre à la couronne de France avec un accent étranger semble prouver 2 choses. Soit on a affaire au roi lui-même, soit il s'agit d'un fou. Mais la suite vous montrera que l'homme n'était pas fou. Alors, imaginez, prenons une situation qui n'est pas improbable. Imaginez une famille de riches Français, les Dupont. Le couple a un enfant, n'a qu'un enfant de 10 ans qui se nomme Lucien. On est en 1990, c'est le dimanche, l'après-midi de dimanche, l'enfant joue dans le jardin, et profitant de l'absence des parents, un couple de terroristes afghans enlève l'enfant contre rançon. La très forte somme a aussitôt été versée par la famille, mais le garçonnet n'a pas réapparu au désespoir des parents. On le dit mort. 5 ans plus tard, la gendarmerie cesse officiellement ses recherches. En 2010, 20 ans après la disparition, un homme d'une trentaine d'années se présente au domicile des Dupont et dit être Lucien, enlevé par des terroristes afghans infiltrés en France, puis libéré cette année par un commando de parachutistes qui ont tué ses gardiens. Il parle avec un fort accent slave, ce qui peut être normal quand on a passé 20 longues années en Afghanistan, mais il a les yeux bleus de Lucien. Il a la forte ressemblance avec le père. Et comme il a bien voulu se soumettre à l'examen demandé par Madame Dupont, il s'avère que cet étranger a les mêmes signes physiques, en particulier la même tache de vin que possédait Lucien sur la cuisse, au même endroit, un peu au-dessus du genou droit. Les parents ont retrouvé leur fils. Pourquoi ne raisonne-t-on pas ainsi dans le cas Nondorf? Le 28 mai 1833, un Prussien donc arrive à Paris. Il dit à qui veut l'entendre, en premier lieu aux autorités policières et militaires du pays, qu'il entend se faire reconnaître comme fils légitime de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Un cercle nombreux d'anciens serviteurs et de soldats du défunt roi le reconnaissent. Par contre, la famille royale en exil, aveuglée par la raison d'État, refuse de le reconnaître. Pourtant, le duc de Berry, fils cadet de Monsieur
comte d'Artois, peu avant son assassinat en 1820, le duc de Berry était allé protester en faveur de Naundorf auprès de Louis XVIII. Alors le frère, on parle ici de Naundorf, attaque sa sœur, la duchesse d'Angoulême, Madame Royale, en reconnaissance d'identité en 1836. Il demande à être jugé par un tribunal français. C'est ce qu'on fait aux escrocs, même sans attendre qu'ils le demandent. Louis-Philippe envoie donc à son domicile la police pour l'arrêter. Tous les documents que le malheureux avait réunis pour sa plaidoirie sont saisis, soit 202 documents de la plus haute importance. Curieusement, on refuse de le juger. Naundorf écopera d'1 mois de prison et sera expulsé vers l'Angleterre comme, je cite, comme étranger. Mais voyons un peu. Qui, le duc d'Orléans qui jouait au roi de France, a-t-il fait expulser? L'étranger, doublé d'un escroc, dénommé Karl Naundorf, avait la mémoire personnelle du dauphin quand celui-ci vivait heureux à Versailles, puis un peu moins heureux aux Tuileries. Quel escroc pouvait avoir une mémoire pareille jusque dans les moindres petits détails? Les particularités physiques du dauphin ont été constatées sur Naundorf. Cela 20 anciens serviteurs de Louis XVI, témoins de l'enfance du prince, l'ont constaté au cours des années 1833 à 1840. Ils ont laissé à la postérité leurs témoignages oraux, écrits, assermentés, notariés, judiciaires. Naundorf avait les mêmes cicatrices que le dauphin, les mêmes marques d'inoculation, les mêmes yeux, le même front, le même menton à fossette, la position des dents identique, les mêmes rides du cou, et sur la cuisse le signe du Saint-Esprit, c'est-à-dire une forme de pigeon plongeant, une marque naturelle, non tatouée. Naundorf avait la ressemblance avec les princes des 2 maisons de Bourbon et d'Autriche. On se souvient que Marie-Antoinette était la fille de François Ier et Marie-Thérèse, respectivement empereur et impératrice d'Autriche. Quel escroc aurait pu accumuler autant de traits de ressemblance? C'est impossible. Impossible. Et vous conviendrez que cet escroc aurait à tout prix évité d'être confronté avec ceux qui auraient pu le démasquer. Au contraire, Naundorf a sans cesse cherché et réussi en partie à rencontrer les anciens serviteurs de Louis XVI. Jusqu'à sa mort en 1845, Naundorf a toujours crié son identité royale. Il a toujours maintenu cette affirmation, malgré la persécution que lui causait cette affirmation. En public, comme en privé, comme en témoignent ses lettres écrites à sa femme et publiées 60 ans après sa mort. Enfin, les gouvernements de Prusse et de Hollande étaient convaincus de l'identité de Naundorf avec Louis XVII. Nous pouvons penser que la police de Louis-Philippe savait également. Mais que ce soit Louis XVIII régnant, ou bien Charles X régnant et ensuite depuis son exil, ou encore Louis-Philippe depuis un trône qui n'était pas le sien, tous ces princes avaient intérêt à ce que Louis XVII, devenu gênant, reste un paria, un escroc, un fou. C'est une méthode qui n'a pas changé d'ailleurs dans les dictatures communistes. On sait très bien que l'individu dont on veut se débarrasser, eh bien, on le fait examiner par les médecins, on le déclare fou. La suite, dans le Retour d'Ulysse.